Comment oublier ces images de panique et de destruction? Samedi 11 mars 2011, un très violent séisme ravage le Japon. Une vague géante frappe le nord-est de l'archipel. Sur son passage, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ses réacteurs explosent les uns après les autres. En France, pour la première fois, on réalise qu'un accident grave est possible. Dans le pays le plus nucléarisé d'Europe, le gouvernement s'engage à agir. Nous devrons tirer tous les enseignements de cette catastrophe pour renforcer la sécurité de notre parc nucléaire. Nous avons décidé de livrer toutes nos centrales à un stress test. Si une centrale, je parle pour la France, ne passait pas ces tests, elle serait fermée. L'opération Stress Test consistera à vérifier si les centrales sont assez solides pour résister aux séismes, aux inondations et aux accidents graves. Concrètement, les 19 centrales françaises vont s'auto-évaluer. Elles seront inspectées en parallèle par l'ASN, l'Agence de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire en France. C'est le Haut Comité pour la transparence nucléaire, qui rassemble exploitants, syndicats et associations, qui sera le garant de cet audit. D'emblée, il va tirer la sonnette d'alarme. Un élément majeur a été oublié dans le cahier des charges des stress tests, c'est l'organisation du travail. Ce sera également la préoccupation principale de la commission parlementaire qui va mener sa propre enquête. Nous n'avons pas reçu de réponse à ce jour, à moins qu'un fax vienne pendant ce temps. L'homme, c'est le véritable enjeu de la sûreté nucléaire. Mais ses conditions de travail ne cessent de se dégrader avec un symptôme majeur. 80% des ouvriers de maintenance viennent aujourd'hui de la sous-traitance. Michel Lallier a consacré sa vie à l'atome. Pendant 30 ans, il a été chimiste ici, à la centrale de Chinon. Au départ, on est comme tout le monde, ça fait peur. On ne sait pas ce que c'est invisible. Et donc, effectivement, il y a de l'angoisse. Mais après, travailler sur des installations qui sont tellement symboliques au niveau de la sûreté, au niveau de la sécurité, qui sont modernes, parce que à l'époque, c'était très moderne. Oui, effectivement, c'est une très très forte excitation. Michel Lallier n'a jamais quitté Chinon. Il a été aux premières loges pour observer les progrès technologiques, mais aussi les transformations du travail dans le nucléaire. Au début des années 90, il a vu la sous-traitance exploser. On a vu débarquer sur le site nucléaire un tas de travailleurs qu'on ne connaissait pas. Pour beaucoup d'entre eux, mal formés. À l'époque, je parle de début des années 90, on s'est vite rendu compte que beaucoup d'entre eux, c'était pas des gars du coin. C'était des gars qu'on faisait venir d'ailleurs. Mais combien étaient-ils? On ne savait pas. Comment vivaient-ils? On ne savait pas. Alors moi j'ai pris ma bagnole et puis j'ai été les rencontrer en dehors du boulot, là où ils étaient, dans leur caravane. Le sujet qui a tout de suite mordu, c'était les risques. Voilà. C'était les risques. C'est-à-dire qu'en définitive, on sait le nombre d'accidents du travail. 6 fois supérieur chez les sous-traitants que chez les agents EDF à l'époque. À travers son syndicat, Michel Lallier a fait de la défense des sous-traitants le combat de sa vie. Son credo, la sûreté passe par les hommes.
les conditions d'intervention, c'est-à-dire les conditions de travail de l'ensemble des salariés EDF et sous-traitants, s'est dégradé. Et de ce point de vue-là, on peut aussi considérer que la sûreté nucléaire a subi un certain nombre de coups qui font qu'il faudrait peut-être aujourd'hui regarder de plus près ces questions-là, parce que pour demain, les risques en matière de sûreté nucléaire, selon moi, viennent de là, ou viendront de là. Qui sont donc ces hommes qui font tourner les centrales françaises ? Moi, ce que je fais comme travail aujourd'hui sur les centrales nucléaires, c'est du montage d'échafaudage. J'ai été décontamineur, j'ai fait de la mécanique, j'ai touché à tout. Notre travail, c'est de apporter tout le matériel qu'il faut pour pouvoir travailler en sécurité. Nous avons voulu comprendre comment vivent et comment travaillent ces 20 000 sous-traitants de l'atome. Le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, il faut venir tout le monde en même temps, donc le même jour. Et on n'a pas commencé à monter l'échafaudage. Il faut que la personne y monte dessus. Ils ouvrent la cocotte, ils plongent tout le monde là-dedans, ils ferment la cocotte, on l'ouvrira dans 20 jours. Il faut que ce soit fini. Ils demandent de plus en plus de la rentabilité, de plus en plus de l'argent qu'il faut qu'il rentre dans la caisse. Il faut aller de plus en plus vite, et avec de moins en moins de personnel, quoi. Un de ses sous-traitants nous a donné rendez-vous à 5 h du matin sur ce parking. Il vient de finir sa nuit à la centrale de Penly, en Normandie. Comme la plupart des ouvriers prestataires, il s'occupe de l'entretien des réacteurs pendant qu'ils sont à l'arrêt. Stéphane Moulinas est ce qu'on appelle un nomade du nucléaire. Il travaille en 3-8 et sillonne la France depuis 6 ans, de centrale en centrale, pour les périodes de maintenance. Tous les 3 mois, il doit trouver un logement, comme ce gîte meublé où il vit seul, à 800 km de sa femme et de ses enfants. Et puis après, ça va être le bon dodo. Hop. Et parfois, comme là, je vais me taper un bon café bien chaud, je suis tout seul, quoi. Je parle à haute voix. Alors je sais pas si c'est moi qui déraille ou si c'est cette vie-là qui me fait ça. Mais la solitude, ça commence à peser, quoi. Qu'est-ce qui est plus dur pour vous dans cette vie-là ? D'être loin de ma famille. Et puis, de pas pouvoir être là pour élever les enfants, pas pouvoir être là pour épauler mon épouse. Pas être à la maison, quoi. Stéphane Moulinas a longtemps été au SMIC, puis il a choisi la vie de nomade pour ses primes de déplacement. 67 € de plus par jour pour assurer l'avenir de ses 4 enfants. On a une famille à nourrir chez nous. Bon, pour moi, c'est à Montélimar. On a une maison à payer. J'ai fait construire, j'aurais pu rester en HLM aussi, mais si je pars en déplacement, c'est pour justement construire un confort à ma famille. Il y a 6 ans encore, Stéphane Moulinas travaillait à la centrale de Cruas, près de chez lui. Quand ma société a perdu le contrat à Cruas, la société qui reprenait le marché était prête à m'embaucher, quoi. Et moi, j'ai voulu rester avec ma société. Parce que, par fidélité, on va dire. Comme tous les sous-traitants du nucléaire, Stéphane Moulinas intervient dans les zones les plus contaminées des centrales. Chaque jour, il consigne les doses radioactives qu'il reçoit dans ce petit carnet. 0,610 millisieverts. Elles se mesurent en millisieverts. 19. Sur l'année, vous êtes à... Grosso modo, je suis à entre 11 et 12 millisieverts sur l'année, depuis le mois de janvier. On est en novembre, presque en décembre. Ça va, quoi. Et le plafond est là ? Le plafond, il était à 20 millisieverts il y a quelques années. Je crois qu'il est descendu à 18. Et notre société, nous, à 15, elle nous arrête. Et à 11, 12, 13, ils nous disent, oh là, faut lever le pied maintenant. C'est votre cas ? Ouais. Mais là, je suis pas encore en zone rouge, quoi. Je suis pas encore en alerte. Donc, tout va bien.
Jusqu'ici, tout va bien. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ou 10 ans ? La santé des sous-traitants dans le monde de l'atome demeure un tabou. Aucun chiffre officiel, pas d'études scientifiques. Les hommes sont invisibles. Pourtant, leur vie peut basculer en un instant. C'est ce qui est arrivé à Dominique Sanson. En 2007, il intervenait à la centrale de Palluel lorsque l'accident a eu lieu. En découpant un tuyau, le soudeur a été contaminé par des particules radioactives. À l'infirmerie, donc, ils m'ont décontaminé. Il leur a fallu quand même une bonne heure et demie, quand même, parce qu'on a pris plusieurs douches. Donc, ils ont commencé par la tête, parce que la tête, j'en avais partout sur la tête, le visage. Et, au bout de 2-3 lavages de la tête, donc j'ai pris 2-3 douches aussi, pour me décontaminer. Et ensuite, on est passé à l'anthropogammamétrie. Donc, c'est pour voir si on a absorbé donc, des particules, quoi. Et suite à ça, bon, donc, l'infirmière m'a dit... J'ai décontaminé interne. En temps normal, comme sur ces photos, la zone de travail doit être protégée. Il faut aussi un aspirateur pour évacuer les poussières dangereuses qui s'échappent du tuyau. Selon Dominique Sanson, rien n'était en place. Il a donc refusé d'effectuer l'opération malgré l'insistance de sa hiérarchie. Au bout de 3 jours, celle-ci a fini par installer l'aspirateur, qui s'appelle aussi déprimogène. Manque de chance, l'appareil a été débranché par erreur. Ça paraît quand même bizarre, mais pour une centrale nucléaire, mais il y a un gros manque de prise. Malheureusement. Et il y a un collègue qui travaillait 2 étages en dessous, là où était branché mon déprimogène, avait un boulot comme nous tous, très urgent à faire, m'a débranché, il s'est branché à ma place, quoi. Le temps que je me dégage, forcément, j'avais respiré pas mal de particules, quoi. Donc j'étais contaminé, forcément, interne, à l'intérieur de mon corps. Le soudeur a poursuivi son employeur en justice. Il a perdu. Les termes du jugement sont clairs. En l'absence de lésion, l'événement ne peut être qualifié d'accident du travail. La pression que j'ai, oui, c'est ça, c'est d'être pris pour un Kleenex, quoi. On n'a plus besoin, on jette, quoi. Les risques de la sous-traitance sont-ils suffisamment pris en compte par les autorités ? C'est la question centrale des parlementaires qui poursuivent leur enquête en marge des stress tests. Depuis Fukushima, ils inspectent les centrales et ce qui les inquiète avant tout, ce n'est pas un séisme ni une inondation. Nous avons noté le recours excessif à la sous-traitance. Et la sous-traitance en cascade, ce qui veut dire qu'il y a un sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant. Nous avons recensé jusqu'à une cascade de 7 sous-traitances, ce qui veut dire que l'exécutant se trouve très éloigné de la commande initiale. Pour les parlementaires, la sous-traitance implique des risques non seulement pour la santé des travailleurs, mais également pour la sûreté des centrales. François Fillon avait l'embarras du choix. Août 2011, le Premier ministre promet « Les stress tests ne vont pas se contenter de vérifier la solidité des centrales. L'homme sera pris en compte lui aussi. » Mais le message essentiel n'est pas là. Si l'accident de Fukushima nous rappelle que le nucléaire comporte des risques potentiels, il ne doit pas occulter ses avantages considérables. Je récuse fermement les approches manichéennes dans lesquelles beaucoup voudraient nous enfermer. Entre la sortie du nucléaire et le tout nucléaire, il y a une voie responsable. La France a besoin du nucléaire. Les Français ont aussi besoin d'être rassurés sur la sûreté de leurs centrales. Ça tombe mal. 10 jours plus tard, un accident vient rappeler les dangers du nucléaire. Merci d'être avec nous et tout de suite donc direction le département du Gard avec cet accident, cette explosion dans une installation nucléaire. À Marcoule, une filiale d'EDF fait fondre des déchets radioactifs dans un four à 1600 degrés. Ce 12 septembre, le four explose. Un ouvrier meurt sur le coup, un autre est grièvement brûlé.
3 de ses collègues sont blessés. Nous avons cherché à comprendre les raisons de cet accident. 2 salariés ont d'abord accepté de nous répondre, puis ils se sont rétractés par peur de faire fermer l'usine, 400 emplois menacés. Erreur humaine, course à la rentabilité, des enquêtes sont en cours pour établir les causes de l'accident, mais une chose est sûre, le four contenait des déchets beaucoup plus radioactifs qu'EDF ne l'a déclaré au départ. Une radioactivité 500 fois plus élevée, voilà ce qu'a découvert l'autorité de sûreté nucléaire, qui demande à l'exploitant des explications sur les raisons de cette sous-évaluation. À Paris, c'est à la même omerta que se heurte cet avocat. Il s'est emparé du dossier de la sous-traitance en France. Là, nous sommes dans un secteur qui a la culture du secret, avec un corps d'inspection chargé de veiller sur la santé des travailleurs, qui lui-même est issu de ce milieu-là. Et donc, on est dans un milieu dans lequel il est extrêmement difficile de pénétrer. On s'aperçoit que l'État, véritablement, est jugé parti. Et que, au lieu de favoriser la transparence, la transmission des informations, le contrôle dans les conditions optimales, eh bien, on a le sentiment qu'au contraire, il est en train de tout verrouiller pour que la vérité n'apparaisse pas. L'avocat s'est associé à une chercheuse en santé publique. Ensemble, ils ont déjà défendu les malades de l'amiante et réussi à faire condamner, entre autres, le CEA, EDF et l'État. Leur objectif, gagner aujourd'hui la bataille du nucléaire. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 88, voyant l'importance de l'exposition et ce que je pouvais comprendre de la littérature sur le sujet me faisait craindre la survenue de cancers 20 ans plus tard, et maintenant on y est. Il y a une étude épidémiologique qui a été faite sur une quinzaine de pays, qui était dirigée par le Centre international de recherche sur le cancer. Cette étude montre des excès de cancer tout à fait caractéristiques chez les travailleurs du nucléaire sur l'ensemble de la carrière. Leur première victoire, c'est Christian Véronneau. Sous-traitant toute sa vie dans le nucléaire, il souffre d'un cancer bronchopulmonaire. Son cas est sans précédent. Sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle. J'ai fait une rechute. Oui. Alors, il y a les ganglions cancéreux qui sont revenus. Oui. Bon, on m'a dit de faire une radiothérapie, puis une chimiothérapie en même temps. Oui. Vous avez fait les deux en même temps? J'ai fait les deux en même temps, c'était douloureux. Hein, j'ai souffert. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous faisiez dans le nucléaire? Je faisais de la décontamination de piscine. Cette intervention-là, vous la faisiez en combien de temps? On était 2 heures au fond, à peu près. 2 heures au fond? Ouais, il descendre de 2 heures et prendre 3 millisieverts en 3 millisieverts en 2 heures? C'est énorme, 3 millisieverts en 2 heures. Vous étiez au courant que ça pouvait impliquer des risques pour votre santé? Pas du tout, non. On n'en a pas parlé, on n'en a jamais parlé, hein, rien. Si c'était à refaire, cette vie professionnelle? J'essaie de prendre la dose le moins possible. Ouais, c'était à refaire. Est-ce que c'est possible, ça? Non. Les employeurs, ils connaissent le risque. Ah oui, sûr. Et en fait, vous n'êtes pas protégé. L'affaire va maintenant être jugée par le tribunal de Melun. Christian Véronneau entend faire condamner ses employeurs. Alors que les stress tests se poursuivent, EDF organise un exercice de crise à la centrale de Cruas dans la Drôme. La presse est conviée. Tous les enfants de l'école primaire de Cruas regroupés dans une salle, une dizaine de journalistes autour. L'exercice de crise nucléaire est en cours. EDF présente sa nouvelle force d'intervention rapide. C'est l'une de ses réponses à Fukushima. Un incident est simulé, des réacteurs en surchauffe comme au Japon. Le rôle de l'équipe de secours, rétablir l'alimentation en eau. En fin de journée, opération réussie, la centrale est sauvée. Le lendemain, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui, dans le cadre des stress tests, débarque à Cruas. Et pour la première fois, nous sommes autorisés à suivre une visite qui commence à l'aube. Michel Lallier est là, chargé de veiller à ce que les sous-traitants ne soient pas oubliés.
Justement, ils se sont invités. Ils veulent profiter de l'inspection pour se faire entendre. On a appris hier qu'il y avait aujourd'hui une visite de l'ASN du Haut Comité à la Transparence. Ils viennent regarder justement dans le cadre de Fukushima, le post-Fukushima, les aspects réglementaires du site, notamment dans le cadre des séismes, dans le cadre des inondations. Donc je viens de prendre contact là avec la direction d'EDF qui nous a donné l'assurance de notre revendication. Donc on sera reçu ce matin par les inspecteurs de l'ASN. Alors, ils ont soi-disant un quart d'heure à nous accorder. Un quart d'heure? Ah ben... Il faut bien leur titiller, leur dire, attendez là, la sûreté c'est l'affaire de l'homme quoi. C'est le matériel, ok, mais c'est l'homme. Alors s'il vous plaît, vous allez nous écouter un petit peu. Vu que c'est 80% des activités, c'est nous qui les réalisons, ce serait temps de s'occuper de nous quoi. De plus en plus, on est livré à nous-mêmes. On fait des activités et on se surveille. EDF a même plus la même mise là-dessus, quoi. Le juge est parti, ça c'est formidable. Voilà, tout à fait. Le jeu de l'entreprise qui n'est pas là pour la sûreté nucléaire, mais est là pour l'argent, c'est de mettre le moins de personnel possible pour effectuer la tâche. On va encore tirer vers le bas le coût du travail et on va augmenter la souffrance au travail. C'est ça le grand problème. C'est bien, on est motivé. Impossible de filmer cette rencontre entre l'ASN et la CGT, mais nous nous sommes procuré un enregistrement sonore. L'aspect humain, je suis désolé, je ne le retrouve pas dans votre cahier des charges. Non, mais attendez, à l'intérieur, il y a des hommes. Qui c'est qui réalise le travail? C'est normal. Votre rôle, c'est la sûreté. Et comment vous allez pouvoir regarder la sûreté, comment la sûreté va être menée dans les installations nucléaires si vous ne regardez pas le facteur humain? C'est juste ça. Là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas le regarder parce que ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je viens vérifier aujourd'hui, c'est si la centrale, elle respecte ses obligations aujourd'hui en termes de séisme, d'inondation, de conduite accidentelle, etc. Nous avons rendez-vous quelques heures plus tard avec les gendarmes du nucléaire. Et là encore, ce qui les préoccupe, ce sont les risques d'inondation. Actuellement, il y a un exercice en cours. Donc là, on ne le voit pas puisqu'ils sont dans une autre partie de l'installation. On est en train de vérifier que la centrale serait protégée contre une inondation externe. Donc vous voyez ici des protections contre l'inondation externe, donc plus de forte intensité. C'est les parties rouges que vous voyez. Ces protections-là sont en place à demeure. Elles ne sont pas très hautes. Ah mais elles sont dimensionnées pour s'assurer que l'eau ne pénètre pas. Après, vous avez des moyens d'évacuer l'eau par le réseau d'eau pluviale et éventuellement des stations de pompage. Apparemment, une barrière de 20 cm de haut et une grille d'égout feront l'affaire. Mais les hommes dans tout ça? C'est vrai que la question de la gestion des prestataires, la gestion des sous-traitants est une question qui est légitime et qui effectivement a un impact sur la sûreté. Mais il faut savoir que qu'EDF fasse appel à des sous-traitants ou non, ce sera lui toujours le responsable de la sûreté. Et c'est pour ça que l'ASN, depuis plusieurs années, regarde le thème des prestataires. Et actuellement, d'ailleurs, la position de l'ASN est que EDF ne surveille pas assez ses prestataires. L'ASN reconnaît ouvertement que la sous-traitance est un problème. Mais pour la direction, tout est sous contrôle. Il y a tout un travail aujourd'hui d'EDF avec ces entreprises-là pour donner de la visibilité à ces entreprises maximum. C'est avoir des contrats pluriannuels, de long terme, ce qui permet aux entreprises d'investir dans la formation, d'investir dans l'humain, justement, et de faire en sorte que ces gens-là soient professionnalisés sur des longs termes. Donc ensuite, en termes de qualité d'accueil, bien entendu, on y est très vigilant. À Cruas, on a construit, par exemple, l'année dernière, un bâtiment qui est dédié, un bâtiment de vestiaire, qui leur permet d'avoir des conditions d'installation. C'est un bâtiment neuf et idéal. Comment expliquer alors que l'ASN ait récemment rappelé à l'ordre le directeur de la centrale de Cruas? Dans ses courriers, l'autorité de sûreté exige qu'un délai suffisant soit octroyé aux sous-traitants pour qu'ils puissent réaliser leurs interventions dans de bonnes conditions. Mais il y a plus grave. Dans ce nouvel avertissement, l'ASN demande à la centrale de progresser sur les actions de surveillance des prestataires qui s'occupent de la radioprotection. 17 novembre 2011, l'opération Stress Test touche à sa fin.
C'est un rapport que tout le monde va lire avec beaucoup d'attention après la catastrophe de Fukushima. Tous les réacteurs des centrales nucléaires françaises ont été passés au crible par l'autorité de sûreté nucléaire. L'ASN a terminé ses inspections, chaque centrale a remis sa copie. Nous avons lu ces rapports avec attention. Et là, surprise. Au chapitre de la sous-traitance, aucun élément d'auto-évaluation. Seuls apparaissent les textes de politique générale d'EDF. Dans ces rapports, on ne trouve rien sur les dysfonctionnements relevés régulièrement par l'ASN dans chaque centrale. Décembre 2011, opération commando de Greenpeace qui s'introduit dans 2 centrales nucléaires. On vient d'arriver là. Sur le dôme du réacteur nucléaire de la centrale de Nogent. 5 secondes. Hein. Et on trouve que c'est un peu facile. À Nogent-sur-Seine, les militants sont arrêtés au bout de 5 heures, tandis qu'à Cruas, ils parviendront à rester toute la journée dans la centrale. Alors l'objectif de cette opération, il est double. Le premier, c'est démontrer la sensibilité des installations nucléaires et notamment avec quelle facilité on peut s'introduire dans une centrale nucléaire. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, il vise à montrer la faiblesse de l'audit de sécurité qui a été demandé par le gouvernement il y a quelques mois à l'autorité de sûreté nucléaire. Cet audit ne contient absolument pas une analyse des agressions externes non naturelles, comme le risque terroriste, comme le risque d'intrusion ou comme la chute d'un avion sur un réacteur. En cette fin d'année 2011, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les failles du système, pour alerter sur les risques que courent non seulement les travailleurs, mais la population tout entière. Gien, au sud d'Orléans, vit entre 2 centrales, celle de Dampierre et celle de Belleville. C'est ici que des ouvriers de la sous-traitance ont décidé de mener le combat. Pour Daniel Luengo et Philippe Billard, 25 ans de nucléaire, la dégradation des conditions de travail représente un réel danger pour les habitants. On connaît les risques qui sont liés à la santé et aussi pour la population. Donc on a ce truc supplémentaire qu'on n'a pas dans les autres industries, c'est-à-dire la sûreté. Garantir la sûreté pour la population. Quand même, quelque part, on nous a mis dans la tête qu'on était un petit peu des Tarzans, quoi. Et ça, quand ce but-là, on ne peut pas l'atteindre, on peut être qu'en souffrance. À continuer comme ça, et si demain il arrive un accident nucléaire, on va nous dire que c'est nous, les prestataires, qui sommes responsables, parce qu'on n'a pas fait notre travail correctement. Alors que c'est pas ça. C'est la réalité, elle n'est pas là. C'est qu'on ne nous donne pas le temps de le faire, on ne nous donne pas les moyens de le faire. C'est surtout ça. De toute façon, il faut que quelqu'un se sacrifie dans cette industrie pour que les gens prennent conscience. J'étais parti même aller me jeter carrément dans la piscine du bâtiment réacteur. Et c'est là que donc quand j'ai fait part à mes collègues, Philippe Billard et puis d'autres collègues, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit non, ton combat c'est de rester avec nous, non pas te foutre en l'air, quoi. Je lui ai dit non, parce qu'on n'est pas nombreux, et puis on n'a pas fini, et puis c'est pas maintenant que tu partiras, quoi. Donc on a causé pendant un bout de temps quand même au téléphone. Ce que Daniel Luengo et Philippe Billard dénoncent depuis des années, c'est la course à la rentabilité. Les périodes de maintenance sont de plus en plus courtes dans les centrales. En 20 ans, la durée de ces arrêts de tranche est passée de 3 mois à 7 semaines. Un arrêt de tranche, ça coûte 1 million d'euros à EDF. Par jour. Donc on est arrivé aujourd'hui, il y a quelques années, on nous disait qu'il faut essayer de gagner une journée, voire 2 journées de travail. Ensuite, il y a 5-6 ans, on nous disait maintenant il faut essayer de gagner 1 heure, par 2 heures, 3 heures. Et maintenant on nous dit qu'il faut essayer de gagner des secondes. Donc un arrêt de tranche, pour un salarié, ça va être la course contre la montre. En plein bout, on doit être 600 personnes là-dedans, dans un bâtiment réacteur. Donc, en sachant qu'il y a des échafaudeurs, des robinettiers, des calorifugeurs, il y a des jumpers, il y a tout le monde. Et on se pique les prises de courant les uns contre les autres. Parce qu'on manque de prises de courant, on manque de tout. Donc, mais il faut faire, mais coûte que coûte, il faut qu'à la fin de la journée, le travail il soit fait. Donc, on en arrive après à des situations d'engueulade entre nous, et voire, il y en a même qui se battent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement ce que vous êtes amené à faire du coup dans ce temps très réduit qui peut être dangereux? C'est sur les procédures EDF. Les procédures EDF, c'est des tas de papiers, il doit y avoir une dizaine de feuilles à remplir à chaque fois, où on se doit de cocher chaque intervention.
Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on coche des interventions alors qu'on ne les fait pas, quoi. Philippe Billard et Daniel Luengo se sont alliés à une association écologiste pour alerter les habitants de la région. Oh, d'accord. On parle très très peu, ou même jamais, des risques humains et des risques de défaillance humaine, des conditions de travail en centrale. On a un peu l'impression que c'est un sujet tabou. Participe à cette réunion le maire de Dampierre, le médecin du travail de la centrale de Chinon, mais également Michel Lallier, qui suit les stress tests. Le nucléaire, quand on parle des hommes, on dit d'abord, on dit deux choses. Il faut des compétences. Oui, bien sûr qu'il faut des compétences, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que les hommes soient placés dans des conditions qui leur permettent d'exercer ces compétences. C'est grâce aux hommes qu'on atteint le résultat. C'est grâce aux hommes qu'il y a de l'électricité qui est produite, et c'est grâce aux hommes qu'il n'y a pas d'accident. Aujourd'hui, il n'y a pas d'action réelle, véridique, ni de la part des exploitants, ni de la part des pouvoirs publics, ni de la part de l'autorité de sûreté, pour que les choses changent. On va grouper les questions. On va parler de la même chose. Justement, alors allez-y, et après on passe à la question. Je pense que le problème auquel on est confronté aujourd'hui est un problème éminemment politique. Parce que si effectivement, à un moment donné, on a sous-traité au sein d'EDF, c'était pour privatiser plus facilement, pour réduire le nombre des agents EDF. Donc c'est vraiment le rôle principal des politiques de faire un certain nombre de choses. L'inquiétude est telle que même des agents EDF sont venus rejoindre les sous-traitants dans leur combat. On est là aussi aujourd'hui parce que les problèmes des sous-traitants, ça nous concerne directement. Quand un sous-traitant il a la pression pour travailler, quand il ne peut pas finir son boulot en fin de semaine parce qu'il veut rentrer chez lui pour voir sa famille, nous, ça nous impacte directement parce que le boulot qu'il n'a pas fait, ou pas pu faire surtout, parce qu'il était trop pressé par le temps, nous, on le voit quand on va redémarrer l'installation, par exemple, en arrêt de tranche. On redémarre une installation, elle fuit de partout. Il y a des vannes qui fuient, il y a des pompes qui tournent mal, il y a plein d'aléas techniques qu'on n'avait pas il y a quelques années. Des fois, on a un doute à une étape où c'est pas encore, on va dire, trop pénalisant de redémonter, mais personne ne va prendre la décision de dire, bon, là, il y a un problème, on redémonte, parce que si jamais, par malheur, en redémontant, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, le gars, il est fusillé, quoi. Un constat que les militants partagent avec les autorités de sûreté nucléaire. Il y a 3 ans déjà, ce rapport signalait de fortes tensions lors des arrêts de tranche pour maintenance. En cause, la recherche de productivité imposée aux centrales, qui provoque des dérives propres à favoriser un accident. Quel est le prix de la sûreté de nos centrales ? Pourquoi les exploitants et l'État laissent-ils les conditions de travail se dégrader ? Un chercheur a consacré sa vie à l'étude de ces questions. Il est régulièrement appelé à former ceux qui travaillent dans les industries à risque. Sont apparus comme des échecs ou comme des semi-échecs, avec des temps de retard. Depuis des années, François Danielou le répète, l'homme doit être une priorité dans le nucléaire. Lors de la conception des premières générations de centrales, on n'a pas pensé qu'il allait falloir faire la maintenance sur ces installations. Donc on est dans des zones qui sont extrêmement mal éclairées, qui sont difficiles d'accès. Et donc les opérations de maintenance sont évidemment beaucoup plus difficiles que si, à temps, on avait intégré à ces questions-là. Donc par exemple, les gens travaillent avec très peu de lumière, ce qui risque de les amener à travailler avec des lampes électriques. Mais comme ils ont besoin de leurs mains pour travailler, on voit des situations où ils prennent la lampe électrique entre les dents. Et avec le risque évidemment de se contaminer, puisque si la lampe a été posée, elle est radioactive. On aurait donc construit des centrales sans même penser qu'il faudrait les entretenir. L'homme doit s'adapter, se presser, il faut être rentable. On sait qu'il y a une ligne rouge quelque part. Mais sauf que cette ligne rouge, on ne sait pas où elle est. Et qu'on s'aperçoit qu'on l'a franchie quand on l'a franchie. Le travail dans les centrales est particulièrement risqué, mais à ce jour, il est impossible de filmer ce travail. Nous avons donc demandé à suivre une formation de sous-traitants. Ils sont électriciens, maçons, agents d'entretien. Ils viennent réviser les règles à respecter pour travailler en sécurité.
Le protocole à suivre est très contraignant. Pour éviter les contaminations radioactives, il faut enfiler 2 combinaisons, 4 paires de gants, 2 paires de surbottes et se brancher à un tuyau d'air respirable. Toute l'opération nécessite l'aide d'un assistant. La ventile en route du sac. Ah, vous l'avez pas vu? Une fois équipé, il est difficile d'avoir des gestes sûrs et précis. Pourtant, la moindre erreur peut avoir des conséquences graves. Une vis tombée dans une vanne, un chiffon oublié dans un tuyau. Tu enlèves tes surbottes. Dans ces conditions optimales pour la sécurité, il faut près d'1 heure pour s'habiller et 30 minutes pour se déshabiller. Mais dans la réalité, les sous-traitants racontent qu'on leur demande d'aller toujours plus vite. Comme tous ses collègues sous-traitants, Philippe Nivolini connaît bien ces mesures indispensables à la sécurité. La radioprotection est son métier. EDF met énormément de protocoles par activité pour pouvoir travailler en sécurité et en sûreté. Et sur ces protocoles-là, je trouve que des fois, il y a un petit peu de... On peut dire ça, d'étapes qui sont brûlées. Tellement on est pris dans l'activité, on ne peut pas. On va chercher du matériel, on revient. On est obligé d'aller vite, quoi. Toujours vite, vite, vite. C'est sans arrêt sous pression, il faut toujours aller vite. Ça peut certainement un jour emmener un accident, ça c'est sûr. Décembre 2011, les parlementaires arrivent au terme de leur enquête. Ils avaient formulé 3 demandes au gouvernement en matière de sous-traitance. Pas une seule n'a abouti. La matière est abondante. Le gouvernement devait transmettre une étude sur les possibilités juridiques et les dispositifs permettant de réduire ou d'éliminer le recours aux cascades de sous-traitance. On n'a rien. Le gouvernement devrait, d'ici la fin 2011, prendre des dispositions pour chaque site et un correspondant référent de la médecine du travail chargé du suivi radiologique. Pas de réponse. Le gouvernement devrait conférer une compétence d'audit à l'autorité de sûreté nucléaire pour l'habilitation des entreprises et des personnes. Pas de réponse. Voilà. Personne au gouvernement nous a dit que c'était inintéressant, mais sans doute que l'année 2011 a été trop chargée pour le gouvernement. À l'usine de La Hague, un cap a été franchi en matière de sous-traitance. Dans cette région qui vit du nucléaire, Areva a voulu externaliser une activité directement liée au traitement des déchets radioactifs. Après l'entretien et la maintenance, c'est aujourd'hui un service crucial que l'exploitant entend sous-traiter. Dans la population, ce projet a suscité un tollé. Nous avons rencontré le maire de Beaumont-Hague, qui tient à nous montrer tout ce que son village doit au nucléaire. Alors là, nous sommes sur le stade de Beaumont-Hague. C'est vrai que c'est une commune de 1500 habitants, mais nos équipements par la vie associative est ouverte à l'ensemble du canton, c'est-à-dire plus de 10 000 habitants. Vous voyez comment c'est chouette. Et vous voyez le tennis là-bas. Là-bas. Avec son clubhouse qui est en jaune là. Voilà, on se trouve dans la piscine Océalis, qui est gérée par l'intercommunalité. Et il y a un bassin de 25 mètres qui est en longueur là-bas. Des toboggans. C'est un fait, le nucléaire a enrichi de nombreuses communes. Pourtant, même les maires de la région ne sont pas prêts à tout accepter. On est pratiquement à la limite de cette sous-traitance dans tous les domaines. La sûreté et la sécurité des installations passent par un personnel qui appartient à l'entreprise, qui est fier de son entreprise et de la garder et de la défendre. La commission locale d'information a 50% d'élus. 50% ont été unanimes à dire effectivement, il faut arrêter, avec l'accident du Japon, il y a des limites à tout. Quel est donc ce service qu'Areva a voulu sous-traiter ? C'est l'unité qui gère toutes les énergies du site de La Hague. Autrement dit, tous les tuyaux sur 300 hectares. Ceux qui acheminent l'air respirable dans les tenues ventilées des hommes, mais aussi ceux qui apportent l'eau pour refroidir le combustible, cette eau qui a manqué à Fukushima.
Face au projet, les salariés ont multiplié manifestations et blocages d'usines. Les syndicats ont saisi la justice, qui, surprise, a donné raison aux salariés et annulé, en juillet 2011, l'externalisation du service. Motif invoqué, la formation des sous-traitants est insuffisante. Comment expliquer qu'Areva supprime brutalement un service qui fonctionne depuis 40 ans ? Donc c'est un service qui a toujours donné satisfaction ? Oui, tout à fait. C'est un service qui fonctionne normalement, qui se distingue ni en bien ni en mal des autres secteurs de l'établissement. Et du coup, pourquoi avoir souhaité l'externaliser ? Alors, le souhait d'externalisation, c'est un choix qui est technique, qui est économique, d'accord, parce qu'on attend de meilleures synergies et une meilleure performance. Vous avez fait, j'imagine, une étude en interne de comparaison entre garder ce service chez vous et l'externaliser. Oui. Qu'est-ce qu'elle a donné, cette étude ? C'est ce qui a été présenté au CE, c'est à minima 2 millions d'euros d'économies par an de manière récurrente. Si Areva cherche à réduire ses coûts à tout prix, c'est parce que l'État, en tant qu'actionnaire majoritaire, a fait pression. Cette lettre du ministre de l'Économie le prouve. Quelques semaines après Fukushima, François Baroin indique à Areva qu'il lui apparaît plus essentiel encore d'accélérer les efforts de redressement de la rentabilité pour obtenir une marge opérationnelle à 2 chiffres. Plus de rentabilité, c'est également l'objectif prioritaire d'EDF. Son directeur a promis en mai 2010 d'augmenter encore ce qu'on appelle le taux de disponibilité du parc nucléaire. En clair, augmenter la productivité en réduisant un peu plus la durée des arrêts de tranche. Mais la conviction de cet ancien directeur de centrale, c'est que l'intérêt de la sous-traitance n'est pas uniquement économique. Je crois que quelque part, dans l'esprit des politiques, je dirais, et des gens qui sont plus politiques, la sous-traitance, à quelque part, c'est une sorte d'externalisation du risque social. C'est plus facile quand même de faire marcher droit des prestataires que quelquefois les agents EDF qui sont un peu plus rebelles ou qui sont un peu plus revendicatifs. À La Hague, Areva a fait appel de la décision de justice. Elle persiste dans sa volonté d'externaliser son service énergie. À Cherbourg, les salariés, quant à eux, se préparent au nouvel affrontement. Philippe Launay est délégué du personnel. Il nous a donné rendez-vous chez son avocat, plus que jamais décidé à démontrer que cette sous-traitance est un facteur de risque supplémentaire. Il faudra peut-être réinsister sur le fait que ça représente, par exemple, l'alimentation électrique d'une ville de 100 000 habitants. Et, par exemple, la gestion de 30 000 vannes à connaître quasiment une par une pour savoir si, en cas de problème sur telle ou telle installation, où intervenir et très rapidement. Sur l'établissement, il y a déjà eu des secteurs qui ont été externalisés ou sous-traités et malheureusement, on voit dans quelles conditions. C'est toujours au moins 10 ans, l'appel d'offres est fait par Areva, est revu régulièrement, toujours à la baisse. Et comment voulez-vous qu'une entreprise avec des salariés, un nombre de salariés qui diminue, fasse la même prestation à qualité égale qu'avec 2, 3 ou 4 salariés en plus dans ses effectifs? Je vois difficilement comment Areva peut prétendre aujourd'hui qu'elle ne sait pas faire de l'énergie, alors que sur un secteur aussi sensible, aussi dangereux, avec les précédents que l'on connaît, notamment le Japon, et il y en a eu d'autres, comment prétendre que pendant des dizaines d'années, ils auraient finalement exercé et contrôlé un secteur d'activité qui n'était pas leur cœur de métier? Janvier 2012, c'est l'heure des bilans. L'autorité de sûreté nucléaire rend son rapport sur l'opération stress test. Le message est clair. Nous sommes globalement satisfaits des rapports que les exploitants ont remis. L'ASN considère que les installations examinées présentent un niveau de sûreté suffisant pour qu'elles ne demandent l'arrêt immédiat d'aucune d'elles. Dans le même temps, l'ASN considère que la poursuite de l'exploitation de ces installations, de ces 79, nécessite d'augmenter dans les meilleurs délais, au-delà des marges de sûreté dont elles disposent déjà, leur robustesse face à des situations extrêmes. Comment expliquer la position ambivalente de l'ASN ?
Comme annoncé après Fukushima, elle s'est bien penchée sur la solidité des centrales. Face aux risques naturels, l'autorité de sûreté demande maintenant aux exploitants de créer un centre de crise bunkérisé et une force d'intervention rapide. Mais qu'en est-il de la sous-traitance qui avait été ajoutée in extremis au programme des stress tests ? Sur ce point, l'ASN n'exige aucune mesure concrète. C'est maintenant au tour du Haut Comité pour la transparence de rendre son avis. Il est le garant du sérieux des stress tests. Que tout est parfaitement réglé. Pour lui aussi, les résultats sont satisfaisants, mais pas pour Michel Lallier, qui s'est battu pendant des mois pour que la sous-traitance soit au cœur de l'audit. Il faut interdire la sous-traitance pour certaines activités essentielles à la sûreté ou les activités qui concernent la radioprotection, etc. Or, là, on ne voit pas dans ce rapport au moins de pistes qui iraient vers cela. Donc, en définitive, l'État, aujourd'hui, s'inquiète plus de la compétitivité du nucléaire qu'il ne s'inquiète de mettre en œuvre des prescriptions réglementaires garantissant la sûreté nucléaire. À quoi ressembleront demain nos centrales ? Le nucléaire du futur sera-t-il sûr ? Nous prenons la direction de Flamanville, dans le Cotentin. C'est là que l'EPR sort de terre, le fleuron de l'industrie nucléaire française. Ce chantier devait être exemplaire, pourtant ici, l'année 2011 a été dramatique. En 6 mois, 2 sous-traitants ont trouvé la mort. Steve Lecomte avait 32 ans, il était ingénieur. Il a fait une chute sur le chantier. Sa mère s'est rendue sur place 2 jours après sa mort. Elle cherche toujours à comprendre ce qui s'est passé. Il a escaladé tous les tuyaux qui est entreposé là. On voit bien la trace de ses 2 mains sur lesquelles il se serait penché pour appeler quelqu'un en contrebas. Il aurait apparemment glissé. On voit une trace du pied glissant sur le dernier tuyau, au bord de la trappe. Il a fait une chute d'à peu près 10 mètres. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de ce procès ? Je sais que ce sera long. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Une reconnaissance qu'il y a des erreurs faites sur des chantiers qui ont une haute importance, qu'on classe secret, qu'on cache certainement beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que il nous en a paru. L'ingénieur a-t-il commis une imprudence ? Le chantier était-il mal sécurisé ? Le parquet de Cherbourg a ouvert 2 enquêtes sur ces décès inexpliqués. Mais ce n'est pas tout. En mai 2011, des ouvriers étrangers ont dû quitter le chantier précipitamment. Ils n'étaient pas déclarés par le sous-traitant qui les employait. Les 2 autres enquêtes portent plutôt sur l'organisation du travail et les règles du travail sur le chantier EPR. Est-ce que tous les accidents du travail étaient régulièrement déclarés sur ce chantier, premièrement, et deuxièmement, est-ce que la main-d'œuvre étrangère qui intervenait sur ce chantier intervenait de manière régulière ou non ? C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui a mis au jour ces pratiques. Les inspecteurs ont ainsi découvert que 62 accidents du travail avaient été dissimulés sur le chantier de l'EPR. Comment expliquer un tel camouflage ? Jacques Thor est syndicaliste. Avec un ouvrier du chantier, il décrit un dispositif bien rodé. Il y avait un système qui faisait que l'infirmière devait alerter le chef de l'ouvrier, qui venait en disant « Allô, t'as un accident, qu'est-ce que je fais ?» etc. Le principe, c'était « Attends, j'arrive ». Le mec descendait à l'infirmerie, il voyait le salarié en disant « Est-ce que tu veux qu'on te déclare ?» Alors l'autre, il disait « Bah écoute, oui, non. Bah, écoute, tu me signes une feuille de non-déclaration, et puis comme ça, hop, on est tranquille. » Elle n'était pas déclarée sur le truc. Et les infirmières, elles, quand même, et quand ils ont vu le système se mettre en place, ils se sont dit « Attends, on va pas tromper. » Ils ont fait une double déclaration. Ils ont fait un cahier où est relaté tout ce qui se passe, toutes les déclarations. Et l'ASN, ça a permis à l'ASN de découvrir le poteau rose, quoi. Apparemment, ces pratiques perduraient depuis des années. Bouygues
avait une politique, mais qu'on a dénoncé multiples fois, des fois ça nous fatigue, des fois de répéter ça, parce qu'on l'a dit à tout le monde, même à Fillon, on l'a dit à Sarkozy quand il est venu, etc. En gros, c'était la pression permanente, la pression psychologique permanente sur les gars, et la pression physique, c'est-à-dire de productivité, etc. C'était travailler tais-toi. On a eu l'exemple d'un grutier, par exemple. Un grutier, il est en procédure d'ailleurs, Martin, il a refusé de faire une manœuvre. S'il juge, par exemple, que la manœuvre qu'on lui demande de faire est dangereuse pour lui-même, pour sa grue ou pour les salariés qui sont dans la manutention en bas, il dit, moi, mon droit de retrait, je ne ferai cette opération qu'à la condition que l'opération se fasse correctement. Convoqué, sanctionné, licencié. Des accidents non déclarés, du travail dissimulé, 2 morts en 2011. Visiblement, la gestion des ressources humaines n'est pas la priorité sur le chantier de la centrale modèle. Comment ne pas douter de la sûreté du futur EPR ? Le Canard enchaîné révèle en août 2011 que des anomalies ont été détectées dans les installations, comme ce trou situé dans un mur de la piscine. Un lieu hautement stratégique, c'est là que le combustible irradié doit être stocké. Un an après Fukushima, il est légitime de s'interroger sur la sûreté des centrales françaises. Si globalement les structures peuvent résister, le recours massif à la sous-traitance et l'exigence d'une productivité toujours croissante restent le point noir de la sécurité nucléaire. Aux côtés des 20 000 sous-traitants, des élus, des citoyens, des experts sont aujourd'hui convaincus que les risques sont bien réels.